Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de retrouver l'Université du temps libre de Tarbes, même toujours en distanciel. Alors, mon ami Jean-François Soulet m'a proposé de participer à nouveau. J'ai accepté bien volontiers et je vais vous proposer, en fait, en 2 séances, une conférence autour de la question de la Shoah. C'est un sujet évidemment extrêmement lourd, extrêmement difficile, mais qui a connu depuis maintenant une trentaine, 35 ans, des avancées historiographiques dans la connaissance de la Shoah. Et donc, c'est peut-être l'occasion de faire un peu le point sur cette tragédie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire en guise d'introduction quelques remarques. D'abord, une remarque liée au vocabulaire. Dans les années 70, j'aurais pu évoquer cet événement historique avec le terme d'Holocauste. Or, qu'est-ce que c'est qu'un Holocauste? C'est tiré du vocabulaire religieux juif, puisque c'était le moment des grands sacrifices d'animaux, en particulier des moutons, des bœufs, au temple de Jérusalem pendant l'Antiquité. C'est-à-dire que jusqu'à la destruction du temple en 70, à l'échec de la révolte juive contre Rome de 66, eh bien, jusqu'à cette époque-là, donc, des holocaustes étaient organisés pour Yahvé, pour Dieu. Et donc, il est indéniable que le mot holocauste a une connotation religieuse extrêmement forte. D'où le fait d'ailleurs que le vocabulaire a changé. Désormais, on utilise plutôt le mot Shoah. Le mot Shoah vient de l'hébreu, mais il signifie catastrophe. Et je dirais qu'il est bien là pour désigner ce que fut la politique d'extermination nazie envers les Juifs de l'Europe occupée. Il y aurait un autre mot d'ailleurs que l'on pourrait utiliser, c'est le mot génocide. Mais le mot génocide est un mot générique que l'on utilise à propos des Arméniens en 1915, de ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, alors que sans doute le mot Shoah est plus spécifiquement destiné à désigner l'extermination des communautés juives d'Europe par les nazis. Donc, c'est ce terme que j'utiliserai durant nos 2 rencontres. La deuxième remarque liminaire que je voudrais faire, c'est un peu d'historiographie. Alors, à la fin de ma 2e séance, je vous présenterai quelques ouvrages sur la Shoah, car nous disposons en langue française d'études extrêmement pointues sur la question. Mais je voudrais tout de même vous préciser effectivement les données d'un débat qui a secoué l'école historique allemande et puis plus largement internationale à propos de la Shoah. Effectivement, il y a eu une querelle qui a débuté dans les années 80 essentiellement et qui s'est calmée, disons, au fur et à mesure des années 90, mais enfin qui garde sa pertinence pour comprendre le débat sur la Shoah. Il y avait effectivement une école intentionnaliste, c'est-à-dire qu'il y avait des historiens, et extrêmement sérieux, qui estimaient qu'il y avait toujours eu dans la tête des dirigeants nazis la volonté de détruire les communautés juives dans le monde germanique et puis, à l'issue de la guerre, dans l'Europe conquise. Et parmi ces grands historiens intentionnalistes, il y avait Karl Dietrich Barer et Eberhard Jäckel. Alors, ce sont de très grands historiens. Eberhard Jäckel, par exemple, en 1968, a fait une étude remarquée sur la France dans l'Europe d'Hitler et également
Braher a fait un volume de référence qui a été publié d'ailleurs en 1986 chez Privat sur l'Allemagne nationale-socialiste. Et selon eux, ils ne sont pas les seuls, mais ils représentent, disons, les grandes têtes pensantes de ce courant intentionnaliste, eh bien, il y a toujours eu la volonté de la part d'Hitler et des nazis d'exterminer les Juifs. Et que finalement, la guerre a été une guerre menée sur deux fronts volontairement, le front évidemment contre les puissances alliées et le front contre le judaïsme en vue de l'exterminer. Et puis par rapport à cette école, il y a eu une école fonctionnaliste. Fonctionnaliste parce que selon eux, c'est en fonction des événements liés à la Seconde Guerre mondiale et à son évolution que s'est constituée progressivement l'idée qu'il fallait exterminer les Juifs d'Europe. Et parmi ces grands historiens, parce que là aussi, ce n'est pas une querelle médiocre, il y avait Hans Mommsen ou Martin Brossa, par exemple, qui estimaient que la guerre a créé le contexte et les facteurs qui permettaient finalement de mettre en place une politique qui n'était pas véritablement imaginée au début du conflit. Alors, il y a donc eu deux approches. Les historiens actuels, même s'ils pensent sans doute du côté des fonctionnalistes, eh bien, il faut remarquer que de toute manière, il n'y avait pas à la tête du Reich un organisme finalement totalement centralisé pour ce type de décision. Et ils insistent beaucoup, et déjà Franz Neumann, dans son exil américain, l'avait signalé dès 1942, le Reich n'est pas cette machine bien huilée que ses adversaires ont longtemps perçue. En fait, il y avait une série de chefs, de fiefs, tenus par Goebbels, par Göring, par les SS. Et parmi ces fiefs, finalement, Hitler pouvait arbitrer. Et il laissait faire une espèce de darwinisme politique, si vous me passez cette expression, et puis il lui arrivait de trancher. Et donc, c'est dans cette espèce de, par moments, fatras administratif, mélange des secteurs, mélange des fiefs que tenaient les divers dirigeants nazis, que s'est constituée la Shoah. Et que finalement, ce n'est pas seulement la décision d'un organisme central, huilé, car effectivement, nous n'avons pas un ordre signé d'Hitler ordonnant clairement la Shoah. Ce serait beaucoup trop simple. Et aujourd'hui, nous bénéficions de travaux. Je pense déjà à un livre un peu ancien de Philippe Burin, historien suisse, sur Hitler et les Juifs, mais je vous présenterai, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, à la fin de ma deuxième séance, eh bien, quelques ouvrages de Christopher Browning, par exemple, de Édouard Husson, entre autres, qui nous permettent de mieux connaître la Shoah. Alors, je vais, dans un premier temps, au cours de ma conférence d'aujourd'hui, eh bien, remonter un peu en amont pour essayer de recontextualiser dans l'Allemagne des années 30 l'antisémitisme qui, de toute manière, va nourrir la Shoah. Alors, je vous ai préparé un PowerPoint, comme l'on dit dans notre jargon, et je vais essayer de vous faire un partage d'écran. J'espère que tout va fonctionner. Voilà. Alors, j'aimerais essayer de mettre un plein écran. Voilà. La Shoah, mourir pour ce que l'on est. Oui, parce qu'il faut bien dire que cette tragédie,
elle a des bases, je dirais, idéologiques, elle a des bases liées sans doute à un contexte d'une radicalité raciale et de violence que la guerre a permis. Mais si l'on réfléchit tout de même à l'essence de ce que fut la Shoah, c'est une mise à mort, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous êtes, parce que vous êtes né. Finalement, la Shoah vis-à-vis des communautés juives d'Europe a visé des personnes qui n'avaient fait que naître. Et parce qu'elles étaient juives, parce qu'elles avaient finalement pris la peine d'être juives, eh bien, par la naissance, eh bien, il fallait qu'elles soient éliminées. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, La Shoah, mourir pour ce que l'on est. Et comme je vous le disais, je vais vous proposer dans un premier temps l'étude de la politique antisémite nazie jusqu'au déclenchement de la guerre dans un premier temps. Alors, il faut bien dire que l'antisémitisme était quelque chose tout de même d'assez bien partagé dans de larges couches de la société européenne des 19e et début du 20e siècle. Le phénomène des pogroms avait existé dans l'empire des tsars. La mort du tsar Alexandre II, son assassinat en 1881, avait provoqué une série de massacres, de pogroms dans l'empire russe. Ces pogroms, d'ailleurs, en Russie, avaient été aussi sur le devant de la scène au moment des troubles révolutionnaires de 1905. Dès 1903, 1904, il y avait eu des pogroms et je dirais la politique contre-révolutionnaire qui avait suivi les événements de 1905 avait aussi favorisé la désignation du juif comme responsable. Et le contexte de la révolution de 1917 et de la guerre civile qui a suivi avait aussi permis l'organisation de pogroms anti-juifs. La Pologne elle-même avait connu des pogroms. Certes, à l'époque où elle était sous administration russe, mais également, il y avait eu des pogroms en 1935-36, après la mort du maréchal Piłsudski, et au moment où le régime polonais allait justement élaborer une politique antisémite de manière officielle. Donc, la question de l'antisémitisme, vous le voyez, ne peut pas être réduite effectivement au monde germanique et à l'Allemagne. Il n'empêche que, au cœur de l'idéologie nazie, il y a bien l'antisémitisme. Dès 1920, dans ce qu'on appelle le programme des 25 points, eh bien, la question de la lutte contre l'influence juive est explicite. Alors, il n'est pas question, encore en 1920, bien sûr, d'un projet de génocide ou de massacre généralisé des Juifs allemands, mais ceux-ci sont désignés comme un adversaire à combattre. Et dans Mein Kampf, ce livre tristement célèbre qu'Hitler va dicter depuis sa prison de Landsberg en 1924, eh bien, dans Mein Kampf, il est question effectivement d'un antisémitisme affirmé, de l'antisémitisme assumé, avec une théorie raciale, comme quoi finalement les Juifs ne sont pas de vrais Allemands et appartiennent finalement à une sous-race. Donc il y a une classification raciale qui existe dès le moment où Hitler dicte Mein Kampf. Donc l'appareil idéologique est effectivement extrêmement important. Et au moment où Hitler accède à la chancellerie, le 30 janvier 1933, eh bien, son antisémitisme et celui de ses acolytes, je pense à Joseph Goebbels en particulier ou à Hermann Göring, sont des choses connues, même si
par moment, il pouvait, selon les circonstances politiques, le contexte politique, l'intérêt politique, les mettre plus ou moins en veilleuse. Mais à partir du moment où le pouvoir nazi va arriver aux affaires, eh bien, très vite, il y a une politique antisémite adoptée. D'abord, il y a eu la campagne de boycott des magasins juifs en Allemagne. Effectivement, le 1er avril 1933, eh bien, on demande aux Allemands de boycotter tous les magasins juifs. Alors, nous voyons sur la photo qui vous est présentée des SA qui sont devant une vitrine de magasin juif pour mettre des affiches signalant qu'il est juif et demandant à ne pas y aller. Alors, cette politique de boycott des magasins n'a eu d'ailleurs qu'une efficacité très relative, parce que nous sommes au printemps 1933, Hitler finalement est en train d'assurer son pouvoir et la société allemande n'est pas totalement encadrée par le nazisme au pouvoir. Et donc, ce qui fait que finalement, ces Allemands qui avaient l'habitude d'aller dans tel ou tel magasin tenu effectivement par des Juifs n'ont pas adhéré pleinement au boycott. Mais il est significatif que très tôt, un boycott ait été donc proclamé. D'autre part, le 7 avril 1933, on a mis à la retraite d'office les fonctionnaires d'origine juive. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui étaient proches de la retraite, ça a été une retraite anticipée. Enfin, il y en avait qui n'étaient pas près de la retraite, mais qui ont perdu leur poste à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, en quelques mois, on a progressivement, selon le jargon nazi, nettoyé la fonction publique allemande des éléments indésirables, en particulier, évidemment, les Juifs. Le 25 avril, on crée un numerus clausus dans les universités et on demande à ce qu'il n'y ait pas plus de 1,5% d'inscrits issus des milieux juifs allemands dans les universités du Reich. Autre événement, je dirais, hautement symbolique, le 1er mai 1933, c'est le fameux Auto-da-fé où, en plein Berlin, eh bien, on a détruit des livres. Alors, des livres soit étrangers jugés subversifs, ce fut le cas de certains livres de Tolstoï, de Victor Hugo, mais on a aussi brûlé des œuvres de grands auteurs juifs, que ce soit des ennemis idéologiques, je pense par exemple à Karl Marx, mais également des romans de Stefan Zweig, de Joseph Roth, que l'on a brûlés en place publique, de même que les ouvrages de Thomas Mann. Donc, il y a eu finalement cette auto-da-fé qui, je dirais, symboliquement voulait détruire une culture qui était extrêmement présente tout de même dans les bibliothèques et les rayons des librairies d'Allemagne. Après cela, on est passé, si j'ose dire, à la vitesse supérieure. Ce fut l'effet des lois de Nuremberg du 15 septembre 1935. Effectivement, les nazis organisaient tous les ans, au mois de septembre, un grand congrès où, finalement, devant des centaines de milliers de personnes, le Führer donnait les objectifs à atteindre et faisait le bilan, finalement, de son pouvoir et de son action. Et donc, le 15 septembre 1935, à la suite du congrès du Nuremberg, avaient été annoncées des mesures antisémites qui visaient clairement à faire des juifs allemands des personnes de second rang. Alors, parmi les décisions des lois de Nuremberg de 1935, il y a par exemple l'interdiction faite aux juifs de hisser à leurs fenêtres les couleurs nationales à quelque occasion que ce soit. Il était interdit aux Allemands d'utiliser, aux Allemands juifs, d'utiliser
des personnes comme femmes de ménage qui étaient aryennes de moins de 45 ans. Il y avait également, et la photo en a été, je dirais, une triste illustration, l'interdiction des mariages mixtes. Parce que si un juif épouse une allemande non-juive, si inversement une juive allemande épouse un allemand dit arien, eh bien aux yeux des nazis, il y avait pollution. Il y avait pollution de la race et donc il s'agissait de protéger la race de cette pollution. Évidemment, je mets beaucoup de guillemets au mot pollution. La photo nous montre justement un couple. Le monsieur semble effectivement être un juif allemand avec son épouse ou sa fiancée, ou en tout cas la jeune femme avec qui il avait des relations amoureuses. Et eh bien, il porte un panneau dénonçant justement les relations que ces deux personnes avaient entre elles, encadrées par des militants de la SA. Donc, effectivement, ces lois de Nuremberg, de manière claire, font des juifs allemands une catégorie exclue de la société et une catégorie de seconde zone. Alors, il n'est pas question, effectivement, de les éliminer physiquement, même s'il y a pu avoir quelques meurtres ici ou là, mais d'en faire des personnes exclues de la société allemande ou en voie d'exclusion de cette société allemande. Et puis, il y a eu un événement qui a beaucoup marqué les esprits, y compris d'ailleurs à l'étranger, c'est ce qu'on a appelé la nuit de cristal, qui a eu lieu donc dans la nuit du 9 novembre 1938, du 9 au 10 novembre 1938. Quelles en sont les circonstances? Le prétexte de cette nuit de violence antisémite est l'assassinat à Paris d'un diplomate allemand, von Rath, qui avait été tué par un juif d'origine polonaise, un jeune homme d'origine polonaise, Greenspan, qui, pour protester justement contre la situation faite aux Juifs, avait abattu ce diplomate allemand à Paris. Et dans la nuit donc, du 9 novembre, soi-disant sous couvert d'une violence populaire légitime, tellement les Allemands avaient été outrés de l'assassinat de Paris, eh bien, on s'en était pris au commerce juif et aux synagogues, et puis aux Juifs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une espèce de violence spontanée qui, finalement, aurait permis de montrer la colère du peuple allemand. Disons-le tout de suite, c'est une colère qui a été en fait organisée. En particulier, Joseph Goebbels l'indique dans son journal, on a pris prétexte de l'assassinat de von Rath à Paris pour que des militants nazis s'en prennent effectivement à des commerçants juifs et s'en prennent physiquement à des membres de la communauté juive allemande. Alors, nous avons quelques chiffres au sujet de cette nuit de cristal qui a pris ce nom parce qu'on a beaucoup détruit de devantures juives, d'où un bruit de cristal cassé, brisé, ce qui a donné le surnom de nuit de cristal. Alors, nous avons quelques chiffres officiels. 319 synagogues ont été brûlées, pillées, et il y a eu environ 2500 morts. C'est-à-dire que tout de même, là, nous avons affaire à une espèce de pogrom qui, dans une grande partie des villes allemandes, a été organisé par le régime. Les historiens qui se sont penchés sur la nuit de cristal ont d'ailleurs montré que l'opinion allemande, d'après les rapports
de la police allemande elle-même, a accueilli avec tiédeur. Alors, pas forcément ou pas toujours par sympathie envers les Juifs, même si certains Allemands ont le courage de dénoncer une violence gratuite, mais beaucoup se plaignaient finalement du sentiment de désordre, du sentiment de personnes lâchées dans la nature, dans les rues, et qui s'en sont pris pendant plusieurs heures aux intérêts juifs, ce qui a créé un sentiment de désordre. Et une partie de l'opinion allemande est tiède vis-à-vis de la nuit de cristal parce que ça crée du désordre. Ce n'est pas forcément parce qu'on s'en prend aux juifs, mais parce que cela crée du désordre. Mais à côté de la violence physique, il y a eu aussi une violence, je dirais, économique et sociale, parce qu'effectivement, il a été décidé de punir la communauté juive jugée responsable dans sa totalité du meurtre du diplomate allemand à Paris, punie donc d'une amende de 1 milliard de marks. Donc une très très forte somme. Qui plus est, il a été décidé qu'au 1er janvier 1939, eh bien, il était interdit aux Juifs de tenir des commerces de détail. Et donc, on peut dire qu'à ce moment-là, déjà qu'ils avaient été exclus de la fonction publique, déjà qu'ils avaient été exclus en grande partie de bien des corps de métier. En 1938, on les exclut par exemple des barreaux. Il ne peut plus y avoir d'avocats juifs. Eh bien, avec la décision qu'au 1er janvier 1939, c'est-à-dire quelques semaines après la nuit de cristal, à peine, les juifs seraient exclus des commerces de détail, c'était obligé les juifs de vivre dans un état de survie dans le Reich, voire même de le quitter. Et d'ailleurs, il est vrai que l'idéal qui est présenté à ce moment-là par bien des dirigeants nazis, c'est de voir les juifs partir d'eux-mêmes et de laisser finalement le terrain propre en partant d'Allemagne. Donc la nuit de cristal a été tout de même une réelle violence physique vis-à-vis des juifs et le signe eh bien, qu'il y avait une volonté véritablement de les exclure de la société allemande. C'était déjà le cas, mais disons qu'on le pousse à un paroxysme évident avec la nuit de cristal. Reste que Hitler va prendre la parole le 30 janvier 1939, comme il le faisait à l'occasion du jour anniversaire de son accession à la chancellerie. Et il a prononcé dans le discours du 30 janvier 1939 une phrase que je voudrais essayer de vous faire entendre par le biais d'archives filmées, qui évidemment va faire couler beaucoup d'encre de la part des historiens. Alors, je vais essayer donc de vous partager l'écran et de vous faire écouter pendant une vingtaine de secondes cet extrait du discours d'Hitler du 30 janvier 1939. Alors, j'essaye de le faire. Alors, je vais essayer aussi de partager l'écran. Excusez-moi, vous voyez, je le fais un peu en direct. Voilà. Le deuxième chapitre de l'histoire de l'horreur. Alors, cette phrase, cette annonce d'Hitler que si une nouvelle guerre était déchaînée
elle serait le fait du judéo-bolchevisme, et que finalement, le résultat de cette guerre, ce serait l'extermination des Juifs. Alors cette phrase a été, si j'ose dire, pesée, sous-pesée. Pour les intentionnalistes que j'évoquais tout à l'heure, elle montre la volonté d'Hitler de l'extermination. Elle est un élément à charge contre le pouvoir nazi d'avoir eu l'intention d'éliminer les Juifs européens. Les fonctionnalistes, évidemment, connaissent ce fameux discours, mais ils ne lui donnent pas tout à fait la même importance. C'est-à-dire que pour les fonctionnalistes, Hitler, finalement, était dans un parterre totalement acquis devant le Reichstag, et que, comme cela arrivait souvent dans les meetings nazis, lors des congrès du Nuremberg, par exemple, eh bien, on chauffait la salle avec un discours antisémite. Mais selon eux, cela ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il y a eu une volonté délibérée de Hitler d'aboutir à une extermination. Que la haine antisémite soit présente, c'est évident pour tout le monde. Mais qu'elle doive aboutir finalement à l'extermination, malgré les mots d'Hitler du 30 janvier 1939, les fonctionnalistes ne le croient pas. En fait, ils pensent que c'est dans le cadre de la guerre, dans le contexte de la guerre, et en particulier de la guerre à l'Est, qu'il y aura la conception de l'extermination qui progressivement se mettra en place. Et donc, selon eux, nous avons affaire plutôt à un effet de manche, tragique, mais un effet de manche par rapport à une réalité qui n'est pas véritablement pensée à ce moment-là. Mais voyez que, effectivement, le débat n'est pas un débat médiocre. Et vous avez remarqué aussi que parmi les écoles historiques, je laisse totalement de côté les négationnistes qui, eux, nient le phénomène de l'extermination, en particulier par les chambres à gaz. Je dirais que je veux rester tout de même, vous l'avez compris, et je sais que je pense vous en êtes d'accord, au travers de débats historiographiques qui ont une valeur scientifique. Alors la guerre arrive. 1er septembre 1939, l'armée allemande entre en Pologne. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre au Reich. La campagne de Pologne est un succès militaire en l'espace d'un mois. L'armée polonaise est écrasée. Elle est d'ailleurs prise en tenaille à partir du 17 septembre entre la Wehrmacht et l'armée rouge, puisque le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 prévoyait un partage de la Pologne. Mais seulement cette victoire en Pologne va mettre sur le devant de la scène pour les autorités allemandes un énorme problème. C'est que finalement, cette victoire leur met sur les épaules la charge d'environ 3 300 000 juifs polonais. Et si vous voulez, cette victoire, pour réelle qu'elle soit, oblige les Allemands à gérer une masse de juifs beaucoup plus importante qu'en Allemagne même, ou qu'en Autriche, puisque les juifs autrichiens, évidemment, ont été frappés par les foudres nazies après l'Anschluss de mars 1938. Ce qu'on observe en Pologne, c'est que bien sûr, il y a eu des massacres, mais peu organisés, mais plutôt le maintien de la politique de ghettoisation. Et ce sera ma deuxième partie. La politique des ghettos, c'est-à-dire du rassemblement des Juifs dans un quartier, n'est pas une nouveauté. Le mot ghetto apparaît à Venise au début du XVIe siècle pour désigner
le quartier juif de la cité des Doges. Mais avant même que le mot existe, le phénomène existait. Il y avait des quartiers juifs dans bien des villes, en particulier d'Europe germanique, d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Et en Pologne, il y avait effectivement des ghettos juifs dans les grandes villes polonaises, Varsovie, Lublin, Łódź, Cracovie. Et ce qu'on observe, c'est que les Allemands, dans un premier temps, ne détruisent pas les ghettos. Ils vont les renforcer, les aménager, mais il n'y a pas une politique d'extermination des ghettos dans les semaines, je dirais même les mois, qui suivent la victoire de septembre 1939. Par contre, c'est vrai, il va y avoir renforcement des ghettos. Cette photo nous montre, nous illustre cette volonté de bien séparer les juifs des non-juifs. On voit une rue qui traverse le ghetto de Varsovie et ce ghetto est, je dirais, joignable d'une partie à l'autre par une passerelle où les juifs finalement n'ont pas à traverser la rue entre guillemets arienne, mais passent par la passerelle pour se rendre de part et d'autre du ghetto. Il y a donc, si vous voulez, un aménagement des ghettos, mais il n'y a pas encore une politique d'élimination physique systématique. Même si, bien sûr, les conditions de vie dans les ghettos sont devenues telles que la mort frappe dur. Nous avons quelques photographies qui nous montrent cela. Vous voyez cette dame, à qui d'ailleurs on ne saurait donner d'âge. Est-ce qu'elle a la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine? Elle est un peu sans âge. Elle survit en vendant des brassards avec l'étoile de David, puisque les Juifs doivent porter le brassard, et donc elle est un peu une vendeuse des rues qui vivote difficilement, sans doute, en vendant ces brassards devenus obligatoires. Vous avez également les enfants dans le ghetto de Varsovie. Cette photographie est émouvante parce qu'elle a été prise donc dans le ghetto de Varsovie. 4 enfants. Sur le côté gauche de la photographie, il y a visiblement, je crois, 2 frères, un grand et un plus petit, et le petit est sur les genoux de son grand frère. Au milieu, il y a peut-être le plus grand d'entre eux qui sanglote, souffrant de la faim, des conditions de vie. Et puis, vous avez ce visage presque lumineux de cet enfant en haillons qui vit dans des conditions que je vous laisse imaginer, mais qui, quand il voit qu'on prend la photo, va sourire. Et c'est émouvant parce que ce geste d'humanité, du sourire face à l'objectif, dans une situation terrifiante, eh bien, je dirais, est un geste de l'humanité au travers de cette photo. Mais vous comprenez bien que même s'il n'y a pas une politique d'extermination planifiée, organisée, encore, dans ces ghettos de 1940, 41, puis 42, mais nous verrons la fois prochaine qu'en 42 se met en place une politique de déportation systématique et de liquidation des ghettos. Mais s'il n'y a pas de volonté au début de l'occupation allemande en Pologne d'une extermination organisée systématique, eh bien, je dirais que la mort frappe de toute manière parce que les conditions de vie sont devenues tellement difficiles au niveau alimentaire, pour se chauffer, que la mort, la maladie frappe dur. Nous avons des témoignages
qui montre des jeunes enfants qui, la nuit en particulier, essayent de sortir du ghetto pour aller dans le quartier polonais, non juif, chercher quelque nourriture. Et on sait, d'ailleurs il l'a lui-même expliqué, Hans Frank, gouverneur général de Pologne, eh bien, qui a organisé ou qui organisait ce qu'on appelait ou ce que les dirigeants nazis appelaient la chasse aux rats, c'est-à-dire qu'ils se postaient avec des fusils autour des ghettos et que l'on tirait sur les juifs qui, la nuit, à la tombée de la nuit, essayaient de sortir du ghetto pour se ravitailler. Et on donnait à cette lugubre occupation le terme de chasse aux rats. Donc, il n'y a pas encore une politique de destruction systématique planifiée, mais il y a, je dirais, des conditions de vie qui rendent justement celle-ci totalement impossible. Alors, il y a même eu d'autres projets pour les Juifs de l'Europe occupée. Et c'est là où il faut évoquer le projet Madagascar. Ce projet Madagascar se situe durant l'été 1940, c'est-à-dire au moment de la défaite de la France et au moment où on pense que la Grande-Bretagne ne va pas poursuivre le conflit. Et l'été 40, comme d'ailleurs l'été 41, au moment des grandes victoires en Union soviétique, donne libre cours à l'imagination quelque peu dantesque, au sens de l'enfer de Dante, des dirigeants nazis. Et Heinrich Himmler et les principaux dirigeants de la SS vont imaginer un projet de déportation des populations juives qui sont sous la botte allemande dans l'île de Madagascar, qui deviendrait finalement une espèce de réserve où les conditions de vie deviendraient tellement difficiles que eh bien, les Juifs finiraient par dépérir d'eux-mêmes. Donc un lieu qui permettrait de nettoyer, mot terrible, l'Europe allemande des Juifs en les déportant à Madagascar. Cela supposait quand même deux conditions. Première condition, c'est que la mer, l'Atlantique, l'océan Indien, soit libre. Or, si la Grande-Bretagne poursuit la guerre, bien, la maîtrise des mers et océans est tout de même difficile pour l'Allemagne nazie. Deuxième condition, mais ça, évidemment, cette condition n'a jamais eu d'effet, c'est qu'il aurait fallu que l'État français, que le gouvernement du maréchal Pétain, accepte qu'une colonie française devienne un lieu de résidence pour les Juifs déportés de l'Europe occupée. Bon, vous l'avez compris, ce projet est resté à l'état de dossier dans les archives allemandes, mais enfin, là encore, les fonctionnalistes tendent à croire effectivement que le projet Madagascar montre que les dirigeants nazis n'ont pas d'idée à ce moment-là d'une extermination systématique et planifiée, puisqu'ils songent plutôt à se débarrasser dans la grande île de l'océan Indien des Juifs, en faisant finalement une réserve, mais qu'il n'y a pas encore à ce moment-là une volonté d'une politique planifiée qui aboutirait à la mort organisée. Mais enfin, nous sommes à un moment finalement où les espoirs de victoire allemande font que les projets qui peuvent nous apparaître les plus fous ont libre cours. Mais revenons à nos questions de ghetto, parce que le ghetto va effectivement devenir un enjeu
à partir de 1942, quand les Allemands, dans un contexte qui aura évolué et que je ne veux pas aborder aujourd'hui, puisque ce sera un élément d'analyse que je vous proposerai lors de notre deuxième rencontre, mais qui finalement va évoluer effectivement dans le sens d'une liquidation des ghettos. C'est-à-dire que nous verrons la prochaine fois que, à partir de l'agression de l'Union soviétique et au cours de l'année, de l'automne 1941, il y aura une prise de décision en faveur d'une extermination assez systématique des Juifs de l'Europe occupée. Et c'est donc dans ce cadre qui aura profondément évolué qu'il va y avoir une politique de liquidation des ghettos, en particulier dans la Pologne occupée. Si vous avez vu le film La liste de Schindler, il y a cette fameuse scène où, en mars 1943, on liquide le ghetto de Cracovie. Ce qui fait que là, évidemment, le ghetto n'est plus un mouroir, c'est un lieu qu'il faut éradiquer. Et c'est dans ce contexte donc de liquidation des ghettos dans la Pologne occupée que se place l'insurrection du ghetto de Varsovie du 19 avril au 16 mai 1943. C'est-à-dire que nous allons avoir pendant près d'un mois des combats dans le ghetto entre environ 10 000 SS qui vont, je dirais, se renforcer parce qu'ils rencontraient la résistance, et quelques, alors, dizaines de milliers de juifs, difficiles à dénombrer, qui vont décider, plutôt que de ne pas résister, de ne rien faire, de résister à l'horreur nazie. Alors, effectivement, nous avons quelques témoignages. Nous avons quelques témoignages. Par exemple, voici une lettre retrouvée dans les ruines du ghetto, parce qu'en fait, beaucoup de combattants du ghetto ont laissé des traces de leur résistance. Et c'était des mots, c'était des lettres que l'on a retrouvées même des fois après-guerre. Et d'ailleurs, voici maintenant une quarantaine d'années, il y avait eu dans la collection Archives, une petite collection très connue des historiens, eh bien, un numéro, un recueil de documents issus justement du ghetto de Varsovie. Lisons cette lettre, ou cet extrait de lettre. Les Allemands ont fui par 2 fois du ghetto. L'une de nos compagnies a résisté 40 minutes et une autre s'est battue pendant plus de 6 heures. Nos pertes en vie humaine sont faibles et ceci est également une réussite. Grâce à notre radio, nous avons entendu une merveilleuse émission relatant notre lutte. Le fait que l'on parle de nous hors du ghetto nous donne du courage. Soyez en paix, mes amis de l'extérieur. Peut-être serons-nous témoins d'un miracle et nous reverrons-nous un jour. J'en doute fort. Le rêve de ma vie s'est réalisé. L'autodéfense du ghetto est une réalité. La résistance juive armée et la vengeance se matérialisent. Je suis témoin du merveilleux combat des héros juifs. Donc, lettre en date du 23 avril 1943. Alors oui, cette insurrection, effectivement, a surpris les Allemands. Ils devaient liquider, comme ils l'avaient fait à Cracovie quelques semaines avant, le grand ghetto de Varsovie. Et là, il y a eu une résistance parce que les Juifs avaient quelques armes, ils avaient construit des cocktails Molotov, des explosifs, et puis ils avaient pu prendre des fois sur les cadavres des SS tués lors des combats des munitions et des armes. Alors évidemment la disproportion a été assez rapidement évidente, mais tout de même, pendant près d'un mois, il a fallu reprendre le ghetto rue par rue, immeuble par immeuble. Et véritablement, vous avez effectivement là quelque chose qui a surpris les autorités allemandes
et qui a montré un visage de résistance armée de la part des Juifs, parce qu'on l'a su en dehors de Varsovie, et les radios alliées, Radio Londres, a fait justement des émissions à propos de cette résistance. D'ailleurs, il faudra également s'interroger la fois prochaine sur ce que l'on savait exactement de la solution finale mise en place par les nazis à partir de 1941. Parce qu'effectivement, et ce sera l'objet de notre deuxième rencontre, il va y avoir un tournant dans la politique nazie vis-à-vis des Juifs. C'est l'agression contre l'Union soviétique. C'est, semble-t-il, dans le cadre de cette agression, et j'essaierai de vous présenter les données de ce problème historique la prochaine fois, que véritablement la Shoah s'est systématisée et est devenue cette entreprise de mort qui a été pendant les années 41 jusqu'à la fin 44, je dirais une entreprise scientifique, systématique d'extermination des communautés juives de l'Europe occupée. C'est pour cela que la fois prochaine, je vous proposerai de voir les raisons qui ont fait que à l'été et à l'automne 1941, on change, je dirais, de dimension politique de la part des nazis vis-à-vis des communautés juives et que l'on passe à une politique systématique d'extermination. Je vous proposerai aussi une réflexion sur ce que l'on pouvait savoir, car ce n'était pas spontanément aisé de connaître, je dirais, tout le détail. On savait qu'il se passait des choses, mais quoi exactement, c'est ce que je vous propose de voir aussi la fois prochaine. Et je vous présenterai, pour ceux qui désirent approfondir cette terrible question d'histoire du XXe siècle, une bibliographie commentée, en vous indiquant en particulier quelques références françaises de grande qualité. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc pour une deuxième partie, un deuxième volet de ce thème sur la Shoah. Et je vous souhaite de vous porter tous et toutes très bien. Au plaisir de vous retrouver par Internet. Au revoir.